nous allons passer à une autre séquence, le progressisme, point d'interrogation, avec, je crois, je ne me trompe pas, il y a une petite introduction autour des réfugiés. Il y a, non, c'est Karine. C'est Karine direct. Elle a un petit. C'est Karine direct. On a un son normalement. Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Non, je ne me trompe pas. Je rappelle que ça fait 1h30 pratiquement qu'on est déjà ensemble, donc on n'est pas dans les séquences de 3 secondes. Et je rappelle juste que 6 mois, 20 €, c'est exceptionnel, c'est jusqu'à minuit. Vous vous êtes abonné, bien sûr. Et donc, vous pouvez également adhérer à En Marche. Et au-delà de l'adhésion... C'est gratuit. L'adhésion est gratuite, alors ne faites pas défaut, adhérez par conviction. Mais vous pouvez donner aussi à En Marche. Et c'est même pas 20 €, vous pouvez donner 5 €, 10 €, on en a besoin. 7 500 quand même. Voire c'est de 1 à 7 500 €. Bon, finalement... Voilà. On regarde la séquence et le crieur de journaux de Mediapart a été doublé là, par le crieur d'En Marche. Accueillir des réfugiés, c'est notre responsabilité. C'est pourquoi nous devons nous organiser pour réformer les conditions d'examen des très nombreuses demandes d'asile. Les délais d'examen des demandes doivent être considérablement abrégés pour que les personnes qui ont droit à la protection de la France puissent être accueillies, formées, prises en charge rapidement, parce qu'elles y ont droit. Mais en même temps, au terme de cette procédure plus courte, plus efficace, toutes les personnes qui n'ont pas vocation à rester en France, parce qu'elles n'ont pas le droit d'asile, doivent être reconduites à la frontière. Karine Fouteau, qui suit toutes ces questions à Mediapart. Emmanuel Macron, j'ai quelques chiffres à vous exposer. Selon les dernières estimations chiffres du Haut Commissariat pour les réfugiés, la France, depuis 2011, a accueilli 13 000 réfugiés syriens contre 427 000 pour l'Allemagne, c'est-à-dire 33 fois moins pour la France. Et on apprend aujourd'hui que le taux de chômage est au plus bas en Allemagne. Est-ce que, selon vous, François Hollande est à la hauteur du drame qui se joue en ce moment en Europe? Est-ce qu'il a raté une occasion unique? Et est-ce que vous n'avez pas été honteux, en étant au gouvernement, d'entendre Manuel Valls à Munich dire que la France ne pouvait pas faire plus? Je pense que c'est un peu plus compliqué que cela. Les chiffres que vous citez sont en effet tout à fait justes et sont un point de préoccupation encore plus quand on entend les polémiques récentes. Je ne pense pas qu'on puisse accabler le président de la République sur ce sujet, parce qu'il n'a jamais cédé à la facilité dans aucune de ses prises de position publiques ni européennes. Ce qui est vrai, c'est que la chancelière Angela Merkel a pris, si je puis dire, le leadership de la position éthique, morale, politique sur justement l'accueil des réfugiés. Il l'a fait dès l'été 2015. Il l'a fait de manière non coordonnée, ce qu'on pourrait lui reprocher, mais elle a porté en effet cette voix. Les autres ont été plus modérés. Le président de la République, sur ce sujet-là, n'a jamais eu, il faut lui reconnaître, un discours de facilité ou un discours qui s'opposait à l'accueil des réfugiés. Et je crois qu'il n'a pas non plus approuvé le discours que le Premier ministre a tenu à Munich et que vous évoquiez. Je vous interromps quand même, parce que cette question est une question grave. La politique, c'est des paroles. Vous dites qu'il n'a jamais eu, etc. Mais il n'a pas eu des paroles dans lesquelles nous pouvons, par rapport à ce sujet que nous traitons très fortement à Mediapart, et y compris nous avons fait des réunions publiques au Théâtre de la Ville, au cœur de Paris. Nous n'avons pas eu... Madame Merkel, elle a aussi mobilisé sa société par des paroles. Nous n'avons rien entendu. Le chef de l'État, c'est celui qui occupe le siège... Vous avez raison. Là, je me permets, parce que quand même... Je comprends tout à fait. Il y a deux choses. Non, je vais d'abord dire sur le fond et les chiffres. Je vais revenir aux chiffres, puis après à la mobilisation de la société, au discours de sens. Sur les chiffres, je ne pense pas qu'on puisse lui imputer ça, parce qu'il n'a pas cherché à aller à l'encontre. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, dans ce flux que vous évoquez, c'est qu'il y a beaucoup moins de demandes d'asile en France qu'en Allemagne, parce que les demandeurs d'asile demandent l'asile dans des pays où il y a le plein emploi et où ils peuvent avoir des débouchés. Et ça n'est pas un hasard si les flux de réfugiés, on employer le terme de réfugiés et pas de migrants sur ce sujet-là, eh bien, sont vers l'Allemagne, l'Autriche, la Suède ou le Royaume-Uni. Ce sont des pays qui ont le plein emploi. Parce qu'ils savent très bien qu'en France, ils peuvent avoir les minima sociaux, mais vous savez, un réfugié politique, c'est quelqu'un qui a pris des risques de vie et de mort, qui a emmené sa famille, qui a risqué sa vie contre un régime politique. Il ne vient pas là pour profiter d'une société, comme j'entends parfois certains dire. Il vient là pour, dans sa dignité, exercer une profession qui est la sienne, pour vivre, pour porter ses valeurs.
Et donc, ils vont plus facilement la demander dans des pays qui sont économiquement forts et qui les absorbent. Bon, ça c'est le premier point. Je voulais simplement dire, ce n'est pas la responsabilité de François Hollande si on a moins de réfugiés qu'en Allemagne, c'est aussi le fait qu'on a beaucoup moins de demandes. La deuxième chose, sur le discours politique, vous avez raison. Je ne peux pas dire le contraire, il n'y a pas eu un discours assumé en faveur de l'accueil des réfugiés, parce que nous avons un traumatisme collectif sur l'autre. Ce pays est totalement traumatisé par l'autre et nous n'avons pas été... Traumatisé par l'autre, précisé. Mais c'est-à-dire que vous voyez bien tous les débats que nous avons en France aujourd'hui sur le fait migratoire en général, que ce soit de la migration économique, que ce soit les demandeurs d'asile ou autres, tout se confond, cette inquiétude se confond. Parfois certains ont essayé même d'agréger ce sujet avec celui du terrorisme. Vous avez bien vu dans les débats publics ou l'utilisation qui en a été faite par certains. Et donc ça montre quelque chose au fond de cette espèce de traumatisme ambiant. Je pense que sur le sujet des réfugiés, en effet, on a besoin d'un discours de sens et d'un discours moral, éthique au sens fort du terme, c'est-à-dire qui élève tout le monde. Et ce qu'il faut rappeler, ce qu'on vient de dire à l'instant, et je comprends l'indignation qui vous a fait sortir de votre silence, il n'a pas eu lieu sur le plan politique en France et je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce qu'on a besoin d'expliquer à notre population qu'un demandeur d'asile n'est pas un migrant économique, quelqu'un qui vient là pour profiter d'un système, qui a vu de la lumière, qui essaie de se faire une place. Ça n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui a pris des risques. Et surtout que notre vocation, c'est de les accueillir. C'est la vocation de toute démocratie, de tout État signataire des conventions, mais encore plus la nôtre. Parce que nous avons construit notre identité profonde, comme certains aiment à le rappeler, sur l'universalisme, sur cette capacité justement à accueillir l'autre. Vous savez, je relisais il y a quelques jours une lettre que Flaubert faisait en parlant des camps de réfugiés et des Roms près de Rouen. Ouais. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on lit la même chose. Et lui dit d'ailleurs cette dignité qu'il voit chez ces hommes et ces femmes, cette volonté. Il y va, il dit, moi je veux les héberger, leur donner un sol. Et il raconte ce que Flaubert, dans son vocabulaire, appelle les bourgeois, la bien-pensance, et il dit, voilà, ils veulent les tenir en dehors de la société. Au milieu du 19e siècle. Et donc, on est autour de 1850, tout à fait. Il a écrit cette lettre un peu après Madame Bovary, donc voilà, fin des années 1850. Mais c'est terrible de voir que c'est la même violence. Alors, donc là, vous avez totalement raison. Il y a une responsabilisation. Parce que ce que fait formidablement l'Allemagne, et moi ce qui m'impressionne le plus, au-delà du discours de la chancelière, c'est en effet qu'elle a mobilisé la société. C'est que, alors même qu'il y a eu des incidents très graves, alors même qu'il y a eu de la peur, alors même qu'il y a eu des risques de division, de fractures très profondes, il y a eu de l'accueil, il y a eu de la capacité à les former, à les intégrer. Maintenant, je veux dire, moi, ce qui me rend fier de mon pays, c'est quand je vois dans des villages, on n'a jamais rien de moins, à Rabastens, dans des villages, vous voyez, qui sont perdus parfois, pour certains, si loin des réalités de tomates élevées hors sol, mais qui font notre pays, ils ont accueilli des réfugiés. Et ils leur ont fait une place, avec une solidarité formidable. En leur apprenant des métiers, ils sont en train de le faire. Je veux dire, dans notre pays, c'est en train de se faire. Moi, je l'ai vu, je parle de ce village qui est dans les Midi-Pyrénées. J'étais l'autre jour en Bourgogne, je voyais un maire qui a accueilli à quelques kilomètres de Dijon des réfugiés. Ça se passe là aussi très bien. Donc c'est le discours politique de certains qui jouent sur les peurs, avec cynisme, qui est en train de fracturer cela et de nous faire commettre une erreur. Et donc aujourd'hui, ce qui me révulse profondément, c'est quand j'entends certains responsables, Laurent Wauquiez ou d'autres, se remettre à tout confondre, jouer justement sur la peur de l'autre, et nous emmener dans une direction qui n'est non seulement pas à la hauteur de notre histoire, mais qui n'est même pas ce qui nous permet de construire une collectivité. Alors, dans l'extrait qu'on a entendu, vous dites, pour le volet fermeté, que les personnes qui demanderont l'asile mais qui ne l'obtiendront pas seront expulsées. Là, si on regarde le cas de ce qu'on appelait le démantèlement de la jungle de Calais, il y a donc 5 à 6 000 personnes qui ont été envoyées dans ces centres d'accueil et d'orientation dont vous parliez, là, dans ces villages, principalement des Soudanais et des Afghans. La plupart auront certainement l'asile, mais une partie sans doute non négligeable également n'aura pas le droit d'asile. Est-ce que ça veut dire que la France renverra des Soudanais et des Afghans dans leur pays d'origine? Alors, d'abord, c'est important de faire ce distinguo, parce que si on se met nous-mêmes à tout confondre et dire c'est le même droit pour tout le monde, le discours que je viens de tenir s'effondre.
Ce n'est pas vrai. Je vous parle des non. Soudanais et des Afghans, parce que c'est des situations justement très particulières. Mais vous avez raison. Et il y en a. La situation des personnes qui ne sont peut-être pas éligibles au droit d'asile, mais qui en même temps sont difficilement expulsables. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Eh bien, ça se traite aussi au cas par cas. Vous allez avoir le même cas, on ne l'a pas sur Calais, mais on va l'avoir sur Vintimille, avec des Érythréens et des Somaliens, puisque c'est par la route libyenne qui remonte, et c'est comme ça que les choses sont en train aujourd'hui de se faire. Et donc aujourd'hui, ça dépend de vos conventions bilatérales. Aujourd'hui, ça dépend de vos conventions bilatérales. La France, pour l'instant, ne retourne pas... C'est pour ça que sur les cas très précis que vous évoquez, on regardera au cas par cas. Je n'ai pas c'est regardé au cas par cas par l'OFPRA et les services du ministère de l'Intérieur. Mais ça dépend, en effet, c'est géré par l'État. À partir du moment où ils sont là, vous ne pouvez pas les ramener en train ou en avion et les lâcher au-dessus de ce pays, comme j'entends certains parfois le proposer. Donc ça dépend au cas par cas de ce qui est fait, de ce qui est décidé. Mais en tout cas, on ne peut pas confondre celles et ceux qui arrivent pour des raisons de demande d'asile, donc de réfugiés politiques, enfin de réfugiés, pardon, sans large du terme, et celles et ceux qui sont dans des situations de migration économique ou autre. Je pense qu'il faut faire ce distinguo. Après, la capacité à reconduire, elle dépend de vos conventions bilatérales, et elle est parfois pas simple. Ensuite, le point important dans ce que je disais et que vous avez rediffusé, c'est la rapidité de traitement. Parce que la grande difficulté, c'est comme dans le discours public, on confond tout. Et je pense qu'on ne se sert pas à tout confondre, c'est pour ça que j'ai fait ce distinguo. Et qu'en même temps, les procédures sont relativement longues, quel que soit l'extraordinaire dévouement de l'OFPRA, des services du ministère de l'Intérieur. On a des gens qui se mettent en situation absolument terrible, qui deviennent sans domicile fixe, qui du coup s'installent dans des situations de très grande précarité économique et sociale, avec des situations absolument abominables qu'on est en train de voir, qui ont été relatées ces derniers jours, de quasi-concurrence dans la pauvreté ou dans la misère sociale entre des SDF qui sont là depuis longtemps et ces derniers. Donc ça, c'est inacceptable. Et donc là, c'est de l'organisation collective, mais on doit accélérer ces procédures, c'est ce que je disais, et sans doute d'ailleurs les déconcentrer. Mais vous savez, il y a une culture qui s'est installée où on considérait que faire attendre les réfugiés, ça allait les dissuader. Ça, je pense que c'est une énorme erreur. Parce que vous savez, quelqu'un qui parfois a perdu la moitié de sa famille dans des conflits terribles, qui a vécu les pires humiliations, qui s'est vu mourir 10 fois, c'est pas parce qu'on lui fera faire la queue 10 jours, 15 jours, 20 jours de suite, à 5 heures du matin, devant telle ou telle préfecture, ou qu'on l'humiliera, qu'on le fera partir. Celui-là, il tient non seulement à la vie, il tient à sa liberté et sa dignité. Je vous propose d'écouter un extrait de ce que vous avez dit, on change de sujet. Sur la laïcité, maintenant, c'était également à Montpellier, il y a quelques semaines. La laïcité, c'est un texte de tolérance. Elle est faite pour permettre à chacun de s'intégrer dans la vie en commun. Pas pour mener une bataille contre telle ou telle religion en particulier. Mais aujourd'hui, le problème, ça n'est pas la laïcité. C'est pour cela que vous ne m'avez jamais entendu prendre part à certains débats qui voulaient, au fond, mettre la laïcité à tous les plats, quels que soient les sujets. Non, le cœur du débat qui est posé à notre société, il faut le regarder en face. C'est l'islam. Alors peut-être en dire un peu plus sur votre conception de la laïcité, parce que de fait, elle est assez différente de la plupart de vos collègues, si ce n'est au gouvernement, en tout cas au sein de la classe politique. Vous insistez sur la liberté de conscience et sur le rôle de l'État comme garant de l'exercice libre des cultes, plus peut-être que sur les interdictions qu'il faudrait apporter à tel ou tel. Vous êtes favorable même à des accommodements, qui est un terme que vous êtes l'un des seuls à utiliser. Donc c'est un peu ce qu'on entend du côté du Canada. Par exemple, à l'école, vous considérez qu'on peut tout à fait accepter des menus sans porc, sans que ce soit extraordinaire, que également on peut accepter que les professeurs évitent de mettre des contrôles peut-être le samedi. De la même manière, ce discours qui finalement correspond, et assez classique, qui correspond au socle de la loi de 1905, est minoritaire, à droite comme à gauche. Qu'est-ce qui bloque, à votre avis, là-dessus ? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire entendre cette conception de manière un peu plus étendue ? Mais j'espère que je la fais entendre et surtout j'espère que pourquoi elle ça bloque pourra auprès agréger. du reste des responsables politiques ? Je vous remercie d'ailleurs du résumé que vous venez de faire et de conclusion, parce que vous avez raison. Je crois, en tout cas j'essaie, d'être exactement dans le droit fil de la laïcité de 1905. C'est exactement ma ligne. Vous avez tout à fait raison. Et donc, je ne me retrouve pas dans un discours qui, chez certains, est ce que j'appellerais du laïcisme.
c'est-à-dire qu'il veut faire de la laïcité... Vous dites une laïcité revancharde, oui. un peu en Alors, pensant ça a été mal Manuel compris par Valls, certains qui ont pensé que ce faisant, je qualifiais la laïcité elle-même de revancharde. C'est pas ce que je dis du tout. Non, celle plutôt portée par Manuel Valls, par exemple. Qui est celles et opposée ceux, celles et ceux qui pensent qu'il faut étendre le domaine de la lutte et qu'il faut changer les règles de la laïcité pour aller combattre un monothéisme. Je crois que c'est une erreur profonde. C'est une erreur profonde. Moi, je crois à la laïcité de 1905. La laïcité de 1905, elle fixe des limites. Bon. Pourquoi ? Pour la liberté de conscience. Elle protège le corps social, en quelque sorte, d'une emprise religieuse, mais elle permet à chaque individu, dans son intimité, d'avoir son rapport à la religion. Et donc, c'est ce que j'ai à plusieurs reprises évoqué, moi je considère que le rôle de la République n'est pas de rentrer dans l'intimité des individus, leur expliquer quelle religion ils doivent avoir, ni de les empêcher, ni de leur dire c'est mal, ou tu dois l'avoir, tu l'as un peu trop ou pas assez, c'est pas une affaire. Modéré, discret. Ce sont des vocabulaires qui, à mes yeux, ne correspondent à rien, parce que je n'ai pas, moi, à prescrire un mode d'exercice religieux pour l'individu lui-même. Par contre, j'ai à m'assurer que la liberté de conscience est préservée. Bon. Donc, moi, je crois à la loi de 1905, à ces équilibres de la laïcité, qui est, je le rappelle, et c'est des très beaux textes, en particulier de Briand à l'époque, et de quelques autres, un texte de liberté. La laïcité, c'est une liberté. Pourquoi cette parole est minoritaire ? Finalement, c'est un échec. Mais parce que je pense qu'il y a... J'espère que non, parce que la bataille n'est pas finie. Si les laïcistes gagnent en mai prochain, je pourrais vous dire que j'aurais perdu cette bataille. Je pense qu'elle n'est pas perdue. Parce que, au fond, ce n'est pas la laïcité dont les gens parlent ce faisant. Ils parlent de leur rapport à l'islam. Ils parlent de leur rapport à l'islam. Mais vous dites quand même dans ce discours, vous terminez en disant justement le problème c'est l'islam. Non, j'ai dit le sujet. L'enjeu principal. Oui. Non, mais l'enjeu c'est l'islam. Mais c'est vrai. L'enjeu c'est l'islam. Pourquoi ? Parce que... Non, mais est-ce que là, en revenant là-dessus, parce que finalement, ça c'est un discours que vous n'aviez pas forcément au début, quand vous êtes entré en campagne, ou en supposée campagne, est-ce que finalement ce retour un peu là sur l'enjeu principal quand même, vous dites pas problème, c'est vrai, on notera, l'enjeu principal, est-ce que... Mais on entend le problème, c'est pour ça que je l'ai dit, mais tout le monde entend le problème. Est-ce que finalement vous, acculé par les accusations de laxisme, vous ne vous sentez pas obligé de revenir un peu là-dessus? Pas une seule seconde, et je vais vous dire, d'abord parce que je crois très profondément à la laïcité telle que définie en 1905, parce que ce que vous disiez très bien sur les exemples que j'ai pu citer du contrôle à l'école, moi j'ai été en primaire à la communale. J'avais des jeunes garçons et jeunes filles avec moi qui étaient de confession musulmane, qui sont sans doute les parents de certains qui aujourd'hui sont parfois dans des logiques plus dures. L'école communale a toujours fait ça. Enfin, moi je me souviens très bien qu'à la cantine, on s'arrangeait. On a toujours permis de pouvoir manger autre chose que le porc. Les écoles de la République ont toujours permis que le samedi, on puisse s'arranger pour ne pas mettre les concours ou les examens les plus importants quand il y avait des jeunes filles, des jeunes garçons de confession juive à qui ça posait un problème. C'est l'intelligence collective, parce que la laïcité, ce n'est pas un texte qui exclut. Et donc, là où je défends ce point de vue, c'est qu'en plus, c'est plus efficace. Et je pense que ceux qui utilisent la laïcité comme un combat contre l'islam se trompent très profondément. Parce que là aussi, ils excluent de l'espace républicain celles et ceux qui se reconnaissent dans la religion musulmane. Et donc, là encore une fois, ils les assignent à résidence et ils les font sortir. Qu'est-ce qui se passe pour un jeune garçon dont les parents ne sont peut-être pas d'ailleurs des gens qui sont très religieux, mais qui revient le soir et il dit « ils m'ont obligé à manger du porc » ou « je n'ai pas pu manger à la cantine parce qu'il n'y a pas de porc ». Et là, vraiment... Ou un jeune enfant, d'ailleurs de confession juive, qui se voit mis dans un lycée où tous les contrôles sont le samedi matin. Ben, on le sort de l'école républicaine. Mais il y en a des milliers de cas comme ça. Et encore une fois, ça ne concerne là pas que l'islam. On le sort et il va dans une école privée, sous contrat ou pas. Et là, une déprise avec la République se construit. Ça, c'est une erreur fondamentale. Et donc sur ce sujet, et je reviens à l'islam, il ne faut pas tout confondre, la laïcité, il faut la laisser à sa place. Le sujet qu'on a ensuite, c'est le rapport entre l'islam et la République. Et ce rapport n'est pas le même que les autres monothéismes, parce que c'est le fruit de notre histoire réciproque. Parce que d'ailleurs, la loi de 1905, elle vise beaucoup plus la religion catholique et la religion juive que la religion musulmane, et parce que nous-mêmes, nous avons construit notre rapport... Fait colonial, en l'occurrence. Mais parce que... historiquement, ils sont oubliés parce qu'il y a le fait colonial. Comme souvent, nous avons construit une série de frustrations réciproques. Et donc, nous avons construit notre rapport à l'islam du temps du colonialisme, et d'ailleurs avec une organisation qui est encore post-coloniale, puisque nous avons une relation consulaire avec la religion, puisque je rappelle que nous faisons venir des imams chaque année, d'Algérie, du Maroc et de Turquie,
Ce sont les 3 pays avec lesquels nous avons cette relation de type, on appelle ça consulaire, enfin qui est pour les 2 premiers très clairement sous cette emprise-là. Mais de l'autre côté, l'islam, pour partie, dans certains quartiers, c'est lui-même, est en train de se structurer. En tout cas, l'islam est utilisé par certains pour construire une forme de sécession par rapport à la République, sur le plan culturel, sur le plan de l'idéologie. Et donc, ces faits structurants sont très propres à l'islam et ne se retrouvent pas dans les autres monothéismes compte tenu de notre histoire. Et donc la question, c'est comment on sort de cela? On sort d'abord en distinguant les sujets. Et pardon, là aussi, peut-être un peu l'esprit, si je puis dire, classique, mais bien souvent dans le débat qu'on a sur l'islam, on confond tout. La folie, c'est qu'on réavive ces débats dès qu'il y a un attentat. On l'a vu encore cet été. Ça, il faut quand même le dire et le dénoncer. Oui, on passe de l'islam à l'islam radical, bien sûr, à Daesh. Au djihadisme. Ça n'a rien à voir. Daesh... Et on oublie les victimes musulmanes des attentats. Exactement. Ce que j'ai rappelé d'ailleurs dans l'émission précédente, ils étaient quasiment un tiers à Nice. Daesh, ça n'est pas l'islam. Daesh, c'est une hydre terroriste, c'est un projet totalement fanatique de type totalitaire qui veut détruire les individus, dont d'ailleurs l'essentiel des victimes sont en effet musulmanes quand on voit ce que Daesh fait subir aux populations sur place. Et donc Daesh, c'est un ennemi militaire, diplomatique qu'il faut combattre. Ensuite, quand on regarde le sujet de l'islam en France, vous avez un sujet spécifique avec un islam qui se radicalise et qui se vit contre la République. Et ça, c'est un problème qu'il ne faut pas nier, que je n'ai jamais nié, qui n'a rien à voir avec la laïcité, qui est un problème que nous avons collectivement, dont la genèse est complexe. Elle est liée aussi au mouvement wahhabiste, à un quiétisme ou non-quiétisme de certains, au fait que nous-mêmes, nous avons, et c'est la cohérence avec tout le propos qu'on a depuis tout à l'heure, assigné à résidence certains dans ces quartiers, et que l'État s'est désengagé. Et donc, vous avez plusieurs dizaines de quartiers en France où on a laissé cet islam hostile à la République s'installer, parce qu'il a progressivement remplacé dans la vie des habitants ce que faisaient les services publics. Il a fait des services pour aider à lire, pour s'occuper des enfants, s'occuper des personnes âgées, parfois réouvrir des commerces, faire le travail des services publics. Et donc, il a réorganisé la société. Mais en même temps, avec un discours qui est un discours de haine face à la République et un discours qui est de non-adhésion aux valeurs républicaines. Ça, en effet, ce n'est pas conforme à la laïcité, puisque la laïcité protège la liberté de conscience et surtout, très clairement, les lois de la République prévalent sur votre religion. Et ça, il faut le combattre. Ce n'est pas majoritaire, tout de suite. Chaque fois, il y a des chiffres qui ont été mis sur la table par l'Institut Montaigne et quelques autres qui donnent des... Il faut toujours être prudent avec ça, mais ça... Assez contesté. Exactement, oui, exactement. Donc je suis très prudent. Ouais. Moi, je ne citerai pas de chiffres là-dessus parce que... La bonne expertise était sur Mediapart. Oui, je sais, mais j'ai lu. Et d'ailleurs, je trouve... Photo. Exactement, et les 2-3 interviews que vous avez passées, celle de Candia en particulier, m'ont beaucoup inspiré pour raviver dans ses textes précédents ce qu'il avait pu dire sur la laïcité. Mais ça, c'est très important parce que là, il faut... sur ce sujet, être extraordinairement précis, ferme. On doit démanteler les associations qui, justement, portent ces discours ou les organisent. Et on doit, en même temps, remettre de la présence républicaine. Alors, et donc, remettre... Et ça, c'est pour moi extrêmement important. On va y venir, en fait. Et donc, réinvestir. Et puis après, vous avez tout le reste de l'islam en France qu'il faut aider à s'organiser. Et donc, si on n'arrive pas à aider l'islam en France à s'organiser, on perd une bataille. Elle a été perdue parce qu'on a à chaque fois laissé, au fond, des liens avec les pays d'origine, parce qu'on a laissé, au fond, une organisation qui est extrêmement balkanisée se maintenir en place, et parce que la République non plus n'a pas totalement voulu aller au bout de cette logique. Sur le réengagement de l'État dans les quartiers, c'est un peu l'occasion pour moi de revenir sur cette idée que finalement vous assumez comme progressiste, c'est quelque chose que vous portez. Et on n'arrive pas très bien, y compris sur les questions de société, à voir exactement, alors on en a un peu parlé, mais de manière plus concrète, ce que ça recouvre. Puisque assez souvent, finalement, vous évitez de répondre très concrètement à des questions. Alors, le réengagement d'État dans les quartiers, on pourrait penser tout simplement à la question du droit de vote des étrangers. Hop, vous semblez hésiter, réfléchir. Je suppose que depuis que vous avez dit que vous réfléchissiez, vous avez eu le temps de finir de réfléchir. Aujourd'hui, vous me diriez, est-ce que vous êtes favorable au droit de vote des étrangers dans les élections locales? Alors ça, je vais vous dire... Et en fait, je voudrais vous poser une série de questions comme ça, un peu en rafale. En fait, vous êtes en train de me dire que je suis beaucoup trop long dans mes réponses. C'est qu'en fait, j'ai très peu de temps là encore et j'ai beaucoup de questions à vous poser. Non, je vais vous dire. Donc, mais moi, je peux clarifier très rapidement plein de questions. Oui, mais parfois, vous savez, on clarifie pas en disant blanc-noir. Non, mais toutes ces questions qui permettent de donner du contenu à cette notion de progressisme. Mais moi, je crois au progressisme réel.
Ok, Ok. allons-y. Non mais donc c'est pas des droits formels. Non mais aux élections locales. donc je vais vous dire, je pense que c'est pas aujourd'hui le cœur du sujet. C'est une promesse qu'on fait depuis 1981, Certes. qui n'a jamais été tenue. Je ne la ferai pas. Pourquoi? Non mais je ne la ferai pas. Pourquoi? Parce que je pense que la première des batailles, c'est de ramener la République, la vraie, dans les quartiers, et c'est de ramener au vote ces populations. Parce qu'avant de savoir si on doit donner le vote aux étrangers dans ces quartiers, demandez-vous de savoir combien de jeunes de ces quartiers vont voter. Il y a des quartiers, c'est 80-90% d'abstention. Donc c'est sympa le débat formel, qui parfois d'ailleurs divise certains, parce que là, c'est très sympathique, ici, je sais très bien que ça pourrait vous plaire, donc je pourrais vous le dire, c'est super sympa. La réalité, allez l'expliquer dans des endroits où l'insécurité culturelle, comme disent certains, s'est installée, ils ne le comprennent pas. Non. Donc je pense que la clé, c'est d'abord nous, d'être capables de les traiter comme des citoyens véritablement, ce qu'on ne fait plus. Et donc de convaincre des jeunes qui ont le droit de vote dans ces quartiers d'aller voter, de changer la vie, de changer ce pays. Et quand je dis ramener l'État, c'est pas ramener des droits formels, c'est ramener des droits réels, c'est-à-dire de la mobilité sociale, c'est-à-dire décloisonner leurs écoles. Vous savez, quand je vais, et j'y vais assez souvent, dans les quartiers, discuter avec les associations, les gens, c'est pas la première demande. Ça, c'est pas vrai. La première demande, c'est l'école. Oui, mais enfin, alors, l'école. okay. Non, mais ça, l'école, c'est le droit commun aussi. Non, mais je vous le dis, franchement, je ne passerai pas. On peut aussi devancer l'opinion. Non, mais je suis d'accord, mais je suis en train de vous dire d'abord, vous ne devancerez plus l'opinion en ravivant une promesse qui est faite depuis 1981 et qui n'a jamais été tenue. Alors, une autre promesse qui n'a pas été faite encore, c'est sur le récépissé pour les contrôles aux faciès. J'y suis favorable, mais parce que moi, je ne fais pas de choses à l'emporte-pièce, c'est que je veux voir le caractère très pratique de l'opération. Elle a été abandonnée pour des raisons techniques, qui parfois masquent. J'y suis, à titre personnel, favorable. Alors, je change. Et donc là-dessus, je souhaite qu'on puisse avancer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour les jeunes de ces quartiers, honnêtement, la clé de la réponse, elle est comment ça se passe à l'école. Est-ce qu'à l'école, et moi c'est à chaque fois ce qu'on me demande, est-ce que nos enfants, ils ne seront jamais mélangés avec des têtes blondes, ils n'auront pas droit d'avoir accès à certaines options, etc. Ce qui est la réalité. Donc, est-ce qu'on a une politique de mixité sociale scolaire, de possibilité d'accéder aux écoles de centre-ville, des jeunes qui naissent dans ces quartiers, de possibilité d'avoir une offre pédagogique différenciée pour ces lycées qui font que les fameuses classes bilingues dont on a beaucoup parlé, moi je suis pour les faire, par exemple, à Léonard de Vinci, à la Paillade, parce que vous aurez des têtes blondes à ce moment-là du centre-ville qui viendront parce qu'elles voudront la classe bilingue. Vous voyez, ça c'est la vraie République, c'est ça ce qu'ils veulent. Hein. Les gens qui vivent là-bas. La deuxième, ce soir, quand on nous pose des questions, on a des réponses, et ça, c'est super. Et dernière question en rafale, toujours sur le cannabis, c'est pareil, vous deviez y réfléchir. Oui. Est-ce que vous vous êtes fait une opinion sur la légalisation du cannabis? Non, pas définitive. J'y suis, je vais vous dire les intérêts que j'y vois et les précautions que j'ai à ce stade. Et encore une fois, parce qu'il y a des choses qu'on mature, et je préfère plutôt que dire une chose et y revenir, et être très transparent. De manière évidente, dans beaucoup de quartiers en particulier difficiles, le trafic de cannabis nourrit une économie parallèle, etc. Et ça plaide plutôt pour le dépénaliser. De manière évidente, et quand on parle même aux forces de police, quand on parle aux magistrats, le fait que ce soit pénalisé, ils nous disent deux choses. Un, ça vient thromboser le flux, et donc ça vient à la place d'autres affaires beaucoup plus importantes. Et deux, la réponse pénale n'est pas la plus efficace. Les acteurs de santé également. Et trois, alors c'est là. Donc après, où sont mes réserves, ce qui fait que je ne suis pas totalement... Mais je m'exprimerai sur ce sujet, mais je vous le dis de manière très transparente, j'en suis. Mes réserves sont de deux ordres. Un, celles et ceux qui en même temps, forces de l'ordre, professionnels, vous disent, si vous le dépénalisez, il y aura un déport vers les drogues plus dures, parce que ce sera plus rentable à ce moment-là, plus profitable. Et donc l'économie parallèle changera en quelque sorte de nature de biens échangeables. Et donc vous ne réglerez pas le problème, vous allez au contraire le criminaliser davantage. Bon. Et la deuxième, c'est celle aussi, partons de certains addictologues, qui vous disent que malgré tout, ça continue à poser un problème de santé publique. Donc là-dessus, je ne suis pas aujourd'hui... voilà, je vous dis que c'est un sujet qui pour moi est ouvert parce que j'en vois les intérêts, mais c'est un sujet sur lequel je n'ai pas finalisé ma réflexion. Est-ce que ce n'est pas un sujet sur lequel, effectivement, vous ne voyez pas non plus un positionnement progressiste, un intérêt électoral très net? Mais comme ça ne vous a pas échappé depuis tout à l'heure, j'essaie de ne pas construire les choses comme un intérêt électoral. Pourquoi? Parce que celles et ceux qui font ça finissent toujours par se faire bloquer par ce genre d'approche. Parce que les gens ne sont pas saucissonnables en clientèle. Je pense que d'abord les gens, les Français, les Françaises, ont une conscience citoyenne bien plus importante que ce que les politiques peuvent avoir en tête. Donc ils comparent les choses et ils voient assez vite le clientélisme. Et la deuxième chose, c'est que je crois à la cohérence, à la fois pour convaincre et surtout pour faire. Avant que nous rejoignions